Chers apprenants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la déshydratation par diarrhée aiguë chez le nourrisson. En réalité, nous allons parler donc de la première partie donc, de cette leçon. Et dans cette première partie, nous allons définir la diarrhée et la déshydratation, parler donc de l'intérêt et enfin de la pathogénie de la diarrhée avec ses conséquences. Les objectifs, donc, c'est de définir la diarrhée chez le nourrisson, la diarrhée aiguë chez le nourrisson, mais également de définir la déshydratation et enfin parler donc, décrire, énoncer les principes pathogéniques qui expliquent donc la diarrhée par la déshydratation par diarrhée chez le nourrisson. Pour définir la diarrhée, nous dirons que c'est l'émission des selles anormalement fréquentes. Lorsque nous disons anormalement fréquente, ça fait 3 selles et plus par jour chez le nourrisson et ou d'aspect modifié, c'est-à-dire aspect liquide, aspect glaireux et aspect sanguinolent. Mais par rapport à la déshydratation aiguë chez le nourrisson, c'est l'ensemble des signes qui accompagnent donc la perte d'eau et d'électrolytes chez le nourrisson, c'est-à-dire chez le sujet âgé de 0 à 30 mois. L'intérêt se retrouve ici dans le fait que la diarrhée constitue l'une des principales causes de morbidité et de mortalité chez le nourrisson dans les pays en voie de développement, notamment donc chez nous par exemple. À part ceci, on compte dans le monde entier près de 1,3 milliard de cas d'épisodes donc de diarrhée par an, notamment chez les nourrissons des enfants de moins de 5 ans et près de 4 millions de décès par an chez les nourrissons de moins de 2 ans. 10% donc des admissions au CNHU étaient constituées donc de diarrhée. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on a fait les statistiques sanitaires au CNHU de Cotonou, dans le service de pédiatrie, on avait constaté que 10% donc des cas étaient donc des cas de diarrhée. D'où la nécessité retrouvée et proposée par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF de commencer par utiliser la thérapie orale de réhydratation dans les familles et dans les ménages avant donc l'admission dans les hôpitaux. Les complications qui découlent donc de cette diarrhée, c'est la déshydratation parce que justement il y aura de perte d'électrolytes et de perte d'eau, mais également les sepsis, c'est-à-dire à cause de la bactériémie, donc des germes, la présence des germes dans le sang, il y aura donc une généralisation de l'infection. Et ensuite, on pourra également avoir l'acidose métabolique. Un enfant qui est déshydraté dans nos contrées, ces enfants-là ne sont pas alimentés, donc ces enfants-là seront sujets à la dénutrition. Et enfin, on pourrait également avoir comme conséquence les hématomes extra- ou sous-duraux. Parlons maintenant de la physiologie donc, de l'eau dans l'organisme, l'homéostasie de l'eau. Cette homéostasie de l'eau nous fait dire qu'en réalité, l'homme, l'être humain, est composé de près de 70% d'eau. Le corps entier, même chez un adulte, c'est près de 70% d'eau. Et nous pouvons voir ceci sur ce tableau. Et dans ce tableau-là, nous voyons par exemple que au niveau des adultes, il y a pratiquement près de 70% d'eau. C'est ça ici. Le total est composé de 70% d'eau. Mais lorsque nous voyons chez les nourrissons, ça fait 75% d'eau. Ensuite, chez les prématurés, c'est pratiquement 80% d'eau. Et la majeure partie donc, de cette composition en eau est constituée de près de 60% de part dans l'espace extracellulaire. Nous voyons la même chose au niveau des nourrissons, des nouveau-nés et des prématurés. Par contre, chez l'adulte, nous voyons que c'est constitué seulement de 20%. Donc, c'est le contraire chez l'adulte, alors que l'effet est autre chez le nouveau-né et le nourrisson. Et pour ceci a également pour conséquence automatiquement que lorsqu'il y a une déshydratation, il y aura donc la mobilisation facile du liquide extracellulaire et donc il y aura une perte d'eau beaucoup plus facile chez le nourrisson et chez le nouveau-né comparativement à l'adulte. Les besoins en eau varient donc de 150 ml par kilo de la naissance à 3 mois à 120 ml par kilo de 3 mois à 6 mois, jusqu'à 90 ml par kilo chez l'enfant de plus de 2 ans. Ici, nous allons parler de l'équilibre hydrique intestinal. Et à côté, nous voyons par exemple ici le schéma. Ce schéma représente donc le schéma des villosités intestinales. Nous voyons ça avec, à partir du bas,
vers le haut. Donc, un schéma de villosité intestinale. La partie haute donc, de ce schéma-là montre ce qu'on appelle les villosités. Et ces villosités-là ont pour rôle d'absorber tout ce qui est liquide. Alors qu'en bas, nous allons voir ici, par exemple, une cellule à mucus qui a pour propriété de sécréter ce qu'on appelle le mucus. Donc, vous voyez ici la partie blanche à l'intérieur de la cellule, c'est du mucus qui est sécrété. Et donc, c'est l'unité fonctionnelle au niveau des entérocytes, les entérocytes étant des cellules qui tapissent l'intérieur de la muqueuse intestinale. Et donc, tout à l'heure, nous disons que l'équilibre hydrique intestinal est réglé par les villosités intestinales et ces villosités intestinales vont permettre l'absorption de l'eau à l'intérieur du tube digestif. L'eau sera absorbée donc à travers ce qu'on appelle le gradient osmotique et cette eau qui est absorbée sera accompagnée automatiquement par le sodium et le chlore. Et un atome de sodium sera échangé avec un atome d'hydrogène, d'ion hydrogène. Il en est de même par rapport à la sécrétion. Nous l'avons vu tout à l'heure que l'unité fonctionnelle par rapport pour la sécrétion à l'intérieur de l'entérocyte, c'est ce qu'on appelle donc les cellules à mucus. Donc, à l'intérieur des cryptes qui contiennent les cellules à mucus, il y aura la sécrétion d'eau et d'électrolytes. La même chose va se faire ici parce que le gradient osmotique sera l'élément régulateur donc, de cette sécrétion d'eau et d'électrolytes. Quels sont les mécanismes des diarrhées aqueuses chez l'enfant? Au fait, dans la distinction des types de diarrhées, on considère donc des diarrhées qu'on va appeler diarrhées entérales, c'est-à-dire les diarrhées dont les causes sont à l'intérieur du tube digestif, et les diarrhées dont les causes ne sont pas à l'intérieur du tube digestif. Jusqu'à ce moment, on ne connaît pas encore le mécanisme pathogénique des diarrhées dont les causes sont à l'extérieur du tube digestif. Mais contrairement à cela, on sait déjà jusqu'à ce jour que la diarrhée dont la cause est à l'intérieur du tube digestif, on sait comment cela se passe. Et c'est ce que nous allons expliquer ici à travers les mécanismes. On connaît un certain nombre donc, de mécanismes par rapport à la sécrétion et par rapport à l'élimination de l'eau et des sels. Et ainsi, on sait que ces mécanismes-là reposent sur ce qu'on appelle la sécrétion et la pression osmotique. Au-delà de ce jeu de mécanismes, on va distinguer 4 types de diarrhée, 4 types de mécanismes de diarrhée aiguë dont la cause est à l'intérieur du tube digestif, c'est-à-dire des diarrhées entérales. Ainsi, nous distinguons les diarrhées sécrétoires, encore appelées les diarrhées de type toxigénique, les diarrhées osmotiques, les diarrhées de type invasif et puis les diarrhées de type mixte. Nous allons aborder ici les diarrhées de type toxigénique ou diarrhée sécrétoire. En réalité, à partir des germes, notamment des bactéries, il y aura une adhésion de ces germes-là à la surface des entérocytes, c'est-à-dire à l'intérieur de la lumière intestinale. Et ces germes-là qui vont s'accoler vont entraîner la sécrétion d'exotoxines. Ces exotoxines-là vont stimuler ce qu'on appelle l'adénylate cyclase, qui est une enzyme qui, à son tour, va stimuler l'hypersécrétion du sodium et du chlore. Or, lorsqu'il y a de sodium et de chlore dans un milieu, il y aura un appel d'eau. Cet appel d'eau va entraîner donc une déperdition d'eau et d'électrolytes, d'où le risque majeur qu'est la déshydratation. Les germes qui utilisent ce mécanisme de diarrhée sont le Vibrio cholérique et l'Escherichia coli. Et on va constater que lorsque quelqu'un fait la diarrhée causée par le choléra, les selles seront très liquides d'aspect afécal. Ici, nous voyons une schématisation donc, de ce que nous venons de dire en résumé. Nous voyons ici dans le tube digestif, c'est la coupe longitudinale du tube digestif. Vous voyez le liséré, c'est l'intérieur, ce que nous avons appelé tout à l'heure entérocyte. Et les bactéries vont se multiplier à l'intérieur du tube digestif. Cette multiplication va entraîner donc à leur niveau la sécrétion d'un enzyme qu'on appelle l'adénylate cyclase qui sera à la base donc, de l'hypersécrétion du sodium et du chlore. Et ici, l'augmentation donc de la concentration intraluminale du chlore
en chlore et en sodium va entraîner un appel d'eau qui va augmenter le volume intestinal responsable donc de l'émission des sels liquides et qui seront liquides non glaireux et puis non sanguinolents. La conséquence, on l'a dit tout à l'heure, c'est la déshydratation. Les germes en cause, on l'avait répété, c'est le Vibrio cholérique, c'est l'Escherichia coli et certains virus. Le deuxième type, c'est la diarrhée de type osmotique. Dans ce cas, nous avons les germes en cause sont souvent les virus. Ici, il y aura donc une réplication virale. Cette réplication virale va entraîner donc la destruction de la plaque constituée par les entérocytes. Nous l'avons rappelé tout à l'heure que les entérocytes étaient les cellules qui tapissent l'intérieur de la muqueuse intestinale. Et donc, lorsqu'il y aura destruction massive de ces entérocytes, l'organisme va réagir en fabriquant de nouveaux entérocytes. Mais ces entérocytes sont des entérocytes immatures. Étant immatures, ces entérocytes ne pourront pas synthétiser ce qu'on va appeler les enzymes pour dégrader les sucres. Les enzymes les plus souvent sécrétées sont les disaccharidases. Ces disaccharidases ne pouvant pas être actifs sur les sucres, il y aura une fermentation. La fermentation va entraîner un appel d'eau intraluminal, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intestin, responsable donc de l'émission des sels liquides. C'est ça que nous avons schématisé ici. Et donc les virus vont se répliquer et vont détruire la muqueuse intestinale. Cette muqueuse intestinale va se faire remplacer par de jeunes entérocytes. Les jeunes entérocytes étant immatures ne pourront pas sécréter donc les disaccharidases. Il y aura donc fermentation des sucres à l'intérieur de l'intestin et cette fermentation de sucre va entraîner donc un appel d'eau supplémentaire responsable donc des sels. Les sels sont d'aspect liquide et la conséquence sera une déshydratation. Les germes en cause, c'est les virus également. Et ces virus sont le rotavirus ou bien l'adénovirus ou d'autres types de virus dans certaines pathologies. Le troisième type, c'est le type diarrhée de type invasif. Il s'agit ici de l'envahissement par les bactéries et cet envahissement va entraîner donc une destruction des cellules, c'est-à-dire des entérocytes qui tapissent l'intérieur de la muqueuse intestinale. Mais ici, cette destruction ne va pas s'arrêter avec remplacement automatique comme c'est le cas dans le type précédent, mais plutôt une destruction qui va se prolonger, qui va se poursuivre avec la destruction, à part la destruction des entérocytes, la destruction des vaisseaux sanguins. À l'intérieur donc de la lumière intestinale, il y aura la présence donc de glaires qui constituent les débris des cellules détruites, mais également du sang parce que les vaisseaux sanguins qui sont en dessous donc, de ces cellules seront rongés et seront donc présents. Le sang sera alors présent donc, dans cette lumière intestinale. En réaction donc, à cette destruction, il y aura une réaction inflammatoire et la présence donc, de sels qui seront plutôt des sels glaireuses et des sels sanguinolentes. C'est ça ce qui résume le syndrome qu'on appelle syndrome dysentérique ici. Et dans ce cas, sur le plan clinique, l'enfant aura des douleurs abdominales, des épreintes et des ténestres et des selles liquides glaireuses et sanguinolentes avec un risque majeur donc d'envahissement de tout l'organisme par le germe qui a entraîné cette infection. Et on va parler de sepsis ou bien de bactériémie. Le dernier, les germes en cause plutôt ici, c'est les shigelles, les salmonelles, le Yersinia, le campylobacter. C'est ça qui est résumé donc par ce schéma. Donc vous voyez ici les bactéries à l'intérieur donc du tube digestif. Ces bactéries vont entraîner une érosion de la muqueuse. Cette érosion va se poursuivre avec la présence donc de glaires comme déchets et la présence de sang dans les selles. Les selles seront alors d'aspect glairo-sanguinolente. C'est ça que nous voyons là. Les germes en cause, c'est le shigelle, c'est les shigelles, les Yersinia, campylobacter et autres, et les salmonelles. Conséquence, le sepsis et la bactériémie. Enfin, le quatrième type donc, de diarrhée, c'est la diarrhée de type mixte. Et dans ce contexte-là, on a juste une association des différents mécanismes qu'on vient de citer, le mécanisme sécrétoire, le mécanisme invasif et le mécanisme osmotique. Et c'est ça qui constitue donc le quatrième type. Donc, en résumé, nous pourrons dire qu'il y a 4 types de mécanismes, le mécanisme sécrétoire, invasif, mixte et puis osmotique.
Et à partir de là, vous pouvez donc simplement en posant la question aux parents, savoir que il s'est agi donc d'un tel type de germe ou de tel autre groupe de germes. Et en conséquence donc de ces différents types de mécanismes, nous pourrons citer la déshydratation à cause donc de la perte d'électrolytes et de la perte d'eau, et le sepsis par bactériémie, mais également l'acidose métabolique, la dénutrition dans notre contexte, parce que vous savez, lorsqu'un nourrisson fait la diarrhée, les parents refusent de lui donner à manger, donc lui refusent la nutrition. On peut avoir également une hypokaliémie, donc une perte de potassium en grande quantité, et cela pourrait être également préjudiciable à l'enfant. Et enfin, l'hématome sous-dural. Pourquoi? Parce que dans une acidose métabolique, il y a un risque donc de destruction des vaisseaux sanguins au niveau du cerveau, risque donc d'hématome, soit extra ou bien sous-dural, qui va encore compliquer la situation donc de ces nourrissons. Voilà en gros ce que nous avons retenu pour vous aujourd'hui. Et pour la prochaine fois, nous allons poursuivre avec les signes donc, de la diarrhée et de la déshydratation chez les nourrissons. Donc pour l'instant, nous vous disons au revoir et à la prochaine.